Salut. Salut, tu vas bien? Ton prénom, c'est quoi? Ouais. C'est quoi ton prénom? Frédéric? Je vais toujours t'appeler Christian. Christian? Et je sais pas pourquoi. Frédéric. Bah, Pourquoi j'arrive pas à m'en souvenir? Frédéric Pour moi, Mistral, moyen mot-technique, je sais pas, Frédéric Mistral. Marseillais. Bonne idée. Ouais. Ben voilà, d'accord. Après, Frédéric Mitterrand, il vaut mieux éviter, quoi. Ouais, non, mais Ouais, ouais. on s'en fout de ça. Frédéric François, à la limite. Ouais. Bon, après, ouais, c'est un peu. Oui, bah tiens, pendant que tu es là, Ouais. parce que j'ai rien préparé, mais j'ai ma petite idée sur la question. Mhm. C'est-à-dire que moi je me dis que de plus en plus, si on veut que les choses changent, ça viendra pas tellement de nous. Enfin nous collectivement, parce qu'il n'y a plus de collectivité. Regarde ce qui se passe depuis 40 ans. Pourquoi la société s'est vraiment coupée en rondelles? Elle s'est complètement atomisée et il y a quand même une bonne partie des gens qui se sont dit qu'ils pouvaient continuer de survivre dans cette pratique, c'est à peine un système néolibéral. Du moment qu'ils s'en tirent, après tout, pourquoi pas? Les pires, enfin, évidemment, ceux pour qui c'était le plus facile. Il y avait des gens qui, allez, dans les années 80, gagnaient bien leur vie. Ils pouvaient, ils n'avaient pas de problème de fin de mois. Je ne veux pas dire que c'est les gens riches, hein. Non. Mais il n'y avait pas de problème de fin de mois. Et puis ça leur permettait même à la limite de placer du fric, puisqu'on boursicotait à fond la caisse, sur l'ère de l'informatique, les délocalisations, tout ça. C'est comme ça qu'en fait les gens se sont fait acheter. Et on en subit encore les conséquences. Hein. Faut bien voir les choses en face. En plus, comme finalement la Thatcher a dit qu'il n'y avait pas de société, il n'y avait pas besoin d'elle. Hein. Les gens ont fini par en être persuadés. Et il y avait une appétence à se croire au-dessus de la mêlée. Moi je sais. J'ai toujours connu ça, même dans les années 60 quand j'étais gosse. Hein. C'est-à-dire, il y avait ceux qui savaient mieux que les autres. Comme par hasard, c'était plutôt dans la classe moyenne qu'on les trouvait. Et parmi ceux qui avaient en fait profité des 30 Glorieuses, c'était un mouvement social, mais allant vers le haut. Alors eux aussi, c'est les gens de Monsieur de C'est tout. Tu rajoutes ça, une donne supplémentaire, qui était toute la propagande. Alors la propagande, c'est quoi? C'est plutôt la propagande au sens un peu ancien du terme. C'est-à-dire, il y a les 10 heures de vérité, les 10 heures de ceux qui ont trouvé des solutions. On les trouvait un peu dans les médias, mais à cette époque-là, les années 80, ce n'était pas ce qu'il y avait de pire. Mais on les trouvait dans des grosses entreprises, où il y avait régulièrement des séminaires, des trucs comme ça, qui étaient évidemment comme un endoctrinement. Moi, j'ai des tas d'exemples. Hein. Ce pas des exemples que j'ai vécus, Dieu merci, j'ai des tas d'exemples. Et cet endoctrinement, il s'est diffusé progressivement, et comme l'autre l'avait dit, le capital se concentre. Je dirais plutôt l'image du capital, parce que il y a quand même une grosse arnaque derrière. Ce néolibéralisme, c'est vraiment l'arnaque. Et qui s'est vraiment manifestée, comment dirais-je, elle a été rendue possible, cette arnaque, par la maîtrise de la monnaie, qui est le dollar évidemment, qui a servi de bonne à tout faire et qui pouvait être émis comme ça, en veux-tu, en voilà, jusqu'à échapper disons, à l'aspect national de la monnaie, avec les pétrodollars, les eurodollars, les machins-dollars, etc., jusqu'à des trucs aberrants, comme coter les céréales à la bourse de Chicago. On vit évidemment encore dans un monde comme ça. Évidemment, ceux qui y ont cru, ils y ont cru parce qu'ils ne voyaient pas plus loin que le bout de leur nez. Mais le résultat, on l'a maintenant. Le résultat. C'est lamentable. C'est absolument lamentable.
Mais le problème de fond, il n'est pas tellement au niveau de l'économie, de l'argent, j'achète, je vends, je produis ci, je produis ça. Je ne le vois pas du tout comme ça. C'est un problème qui est beaucoup plus profond. C'est un problème qui peut attenter à la civilisation. Je ne vais pas dire que ça l'a fait quand même, hein, parce qu'il y a quand même des gens qui sont conscients. Mais je trouve que la situation, elle est plus que préoccupante. Elle l'était déjà. Disons, moi, je fais partie de ces gens qui se sont dit que de toute façon, avec un système, enfin, avec une pensée pareille, et je ne vais pas dire un système parce que, comment dire, un système ça tourne tout seul, mais c'est un système fragile. C'est ça. Par contre, ce qui fait système, tiens, puisque je parle de ça, ce qui fait système, c'est les dépendances réciproques. Bon, bah, quand on voit beaucoup de gens que je ne citerai pas, c'est pas la peine. Faut croire qu'on peut leur reprocher bien des choses en disant bah, si tu fais pas ce que je veux, je peux toujours te balancer comme ça. Tu sais, quelqu'un a fait un truc pas très clair, un haut fonctionnaire, un politicard quelconque. Il vit dans une impunité parce qu'il n'a pas été condamné. Donc, finalement, tout ça, c'est parti comme ça en capilotade, la procédure ne suit pas, etc. etc. Bah oui, parce qu'on file le dossier à un magistrat, enfin, comme on appelle ça un procureur de la République, quelqu'un comme ça, bah, qui va s'en foutre en disant bah non, j'ai des ordres, ou alors j'ai été payé pour enterrer l'affaire, en somme. Donc voilà. Bah oui, mais les affaires, ça peut ressortir. Tu sais, généralement, que fait un flic quand il fait une enquête, hein? Bon, monsieur, vous êtes soupçonné de... Passez-moi votre permis de conduire. Que disent les statistiques? Quelqu'un qui a très très peu de contraventions. Ah, il a grillé un feu rouge, je sais pas quoi. Il y a 30 ans et plus rien. On peut penser que c'est quelqu'un qui va respecter la loi. Ça, tous les criminologues te le diront. Et la police te le dira aussi. Procureur, etc. Mais quelqu'un qui a bouffé dans la gamelle, c'est rare qu'il bouffe dans la gamelle qu'une fois. Généralement, c'est comme les gens qui jouent au loto. Bah, ils jouent, ils gagnent. Ah bah flûte alors, bah, j'ai gagné, je vais rejouer. C'est un peu ce genre de truc. Et c'est ça, ce qui fait pas vraiment système, mais c'est les dépendances réciproques. Bah, c'est ça qui fait des sociétés bloquées. Chacun est l'obligé de l'autre. Jusqu'à ce que la machine se casse. Alors, ça va nous amener aux États-Unis. La situation doit être tellement pourrie là-bas, parce que bon, on voit que Trump et son armée arrivent et cassent des fonctionnaires. Bah oui, mais est-ce qu'il a le choix de faire autre chose? Alors on peut dire, bah oui, mais il y en a qui étaient peut-être pas pourris là-dedans. Ouais, mais c'est le bon grain et livret. Tu es obligé de tout dégager pour replanter autre chose. Comme le disait l'autre fou, là, comme le répétait l'autre fou. Parce que lui, il dit rien, il répète. On ne peut pas reconstruire tant qu'on n'a pas tout détruit. Ça, c'est une chanson, d'ailleurs, une variante que chantait la Hitlerjugend. C'est les jeunes hitlériens. Le monde, nous allons le casser, etc., etc. Ça a été écrit par un bonhomme qui, au temps d'Adolphe, écrivait les chansons nazies. Après, je ne sais pas comment il est passé à travers les gouttes. Et après, il a ta gueule. Il a terminé. Ah, celui-là, il est con comme ses pieds. Il a terminé sa carrière en écrivant des contes pour enfants. Oh, il a dû mourir dans son lit, celui-là. Parce que les mots ne tuent pas toujours. Passons là-dessus. Alors, on ne peut pas reconstruire tant qu'on n'a pas tout détruit. Ah ben on peut le prendre au mot. Hein, le répétiteur. Avec les fonctionnaires, les hommes politiques. Parce qu'il n'y en a pas des masses qu'on peut sauver. Moi, je ne vois pas beaucoup. C'est là aussi qu'il y a la difficulté.
Tu peux pas faire confiance. La confiance, elle est plus là. Et à beaucoup de niveaux, au niveau politique, au niveau de la justice, peut-être pas pour des bricoles, hein, ça finit par suivre son cours. Mais comme la justice n'a pas de moyens, elle fait ce qu'elle peut. Je ne veux pas dire que tous les fonctionnaires sont pourris, ben non. Mais malheureusement, ils sont dans un tel contexte ils sont dans un tel contexte qu'ils sont presque... Ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ils sont là. La justice n'a pas de moyens en France non plus. Pour je ne sais plus combien il y a de... Comment dirais-je, pourtant justiciable, combien de personnel de justice, il n'y a pas grand monde. Tu peux difficilement faire... si tu compares avec d'autres pays comme l'Allemagne, il y en a beaucoup plus. Et on est vraiment dans un drôle de sac de nœuds. Et en plus, alors si je repense à la classe politique, l'impunité est la règle, quasiment, sauf pour Fillon, visiblement, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Ah, mais pas pour Ferrand. Mais Ferrand, il s'en foutait, il y a eu prescription. Tu vois? Ah, il y a peut-être autre chose qu'on peut lui reprocher. Il faut chercher. Peut-être qu'un journaliste, quelqu'un comme ça, cherchera. Peut-être qu'il ne trouvera rien. L'autre, il aura été élu pour comment dirais-je, pour dire comme Fabius que les droits de l'homme n'ont pas été respectés pendant cette histoire de virus. Il va être payé pour ça, quoi. Bon. C'est lamentable. Alors le Conseil constitutionnel devait être trop complet à cause de cette cervelle. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il peut dire de l'extérieur? Eh ben, j'en sais rien. Parce que je n'ai pas de marre de café. J'ai remarqué que si des forces, disons, de résistance, je ne veux pas dire d'opposition, mais de résistance, de dire mais il faut quand même faire autre chose, mais personne ne s'entend les uns avec les autres. Là, par exemple, dans Staréopage, là où je viens de temps en temps, c'est ces gilets jaunes-là, mais ils ne s'entendent pas avec les autres. Ouais, il y a la division gauche-droite parfois aussi, hein, c'est vrai. Mais la gauche et la droite, c'est quoi? C'est plus rien maintenant. C'est du théâtre. C'est du théâtre. Alors, le théâtre, on l'a à la télévision, on l'a à l'Assemblée nationale. Quand les gens veulent faire quelque chose, ça vient du théâtre aussi. Bon, c'est quand même assez tristounet. Alors, paraît-il que Juan Branco fait des trucs dans son coin. Bon, je sais pas s'il est tombé là-dessus par hasard, parce que je ne connais pas. Lui, c'est un avocat, je ne connais pas du tout. Bon. Alors, il agit comme ça. Tout ça, ça a le mérite d'exister. Mais c'est un mérite qui va nulle part. Alors, quoi faire? Je dirais que c'est... L'histoire de France, elle est un peu comme ça. Il faut être piqué aux fesses pour être obligé d'agir. Il y a souvent des choses comme ça. Et là, on découvrira, ou on ne découvrira pas, que des gens qui sont intelligents, valables, comment dirais-je, qui connaissent leur dossier, ont une connaissance et une pratique des choses. Mais en France, il y en a plein qui sont honnêtes, il y en a plein. Des gens même qui sont prêts à être loyaux, il y en a plein. C'est-à-dire que c'est peut-être pour ça aussi que ça tient. C'est que les Français, dans leur grande masse, ils sont pas pourris, quoi. Ils sont pas crétins non plus. Ils sont simplement réduits à l'impuissance. Parce que ils croient trop. Il y a déjà des hiérarchies qui posent problème. Mais en fait, ils ne sont pas encore adultes. Il suffit de parler à ses collègues de travail. Bon, de certains sujets, qu'est-ce qu'on peut voir facilement? Celui qui voudra hurler avec les loups, souffler dans le sens du vent, avoir les grands discours, qu'est-ce que c'est que ce mec-là? C'est quelqu'un qui joue personnel, c'est un carriériste, qui est prêt à vous faire tous les coups tordus, tous les croche-pattes du monde. Ces gens-là, ils sont tout à fait européens. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si parmi ceux qui sont de bonne composition, de bonne volonté, qui n'ont pas forcément le pouvoir,
Mais si on dénonce ces gens-là, s'ils dénonçaient, s'ils avaient le courage de se dire, mais de toute façon, c'est l'arbitraire qui peut me donner, allez, une promotion à l'université, ou alors dans la justice, ou alors, je pense surtout à ça, mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans le monde entrepreneurial, c'est un petit peu différent. Je parle pour des boîtes des boîtes qui fonctionnent parce que le jeu, il est pas pur du tout, il est complètement pensé, contrairement à ce que disent certains. Alors là, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que je ne pourrais pas en parler si bien. On a, comment dirais-je, quand ne serait-ce que les compétences, quand on prend des gens par copinage dans une boîte quelconque, la boîte elle se casse la gueule. Hein. Il y a des fois des clics, des espèces de gens comme ça qui ils ont raison et ils monopolisent. C'est des plaies, hein, ces gens-là, ces espèces de gens qui sont tous ensemble comme ça. Alors pour foutre une boîte par terre, et ça c'est... Oh, mais en général, ils ont une base solide et ceux qui sont en haut, souvent dans ce genre de boîte, oui, mais... le fumier est au sommet et les meilleurs sont en bas et les meilleurs les meilleurs, déjà. soit ils se cassent, soit ils sont empêchés de faire un boulot bien. Généralement, ils sont... Tu sais, c'est des rapports de force à l'intérieur d'une entité, à l'intérieur de quelque chose. C'est assez complexe, ça joue sur le copinage d'ancienneté, etc., etc. Mais ce qu'on demande par exemple d'une société, quelle qu'elle soit, quand je dis une société, c'est ce qu'on appelle une entreprise maintenant, c'est qu'il y ait des résultats. Si tu commences à prendre des critères qui sont ni le savoir-faire, ni la compétence, ni les connaissances, ni je sais pas quoi, mais en général, les entreprises, tu as ceux qui sont en haut, qui vont faire bosser ceux qui sont en bas, et il faut surtout qu'ils aient aucune empathie. Et il en faut juste qu'ils soient aux ordres, qu'ils soient redevables à leur hiérarchie et qu'ils fassent travailler ceux qui sont en dessous. Oui, mais disons, oui, je vois l'exploitation de l'homme par l'homme, quoi. Alors on peut prendre ça, c'est un peu le modèle classique. C'est le cas d'école, ça. Ça c'est le cas d'école. Mais quand tu as par exemple des scopes, des rachats d'entreprises par des salariés, où chacun est au même niveau. Bon, ça peut fonctionner, ces choses-là. C'est-à-dire le travail mutualisé, chacun est à sa place et discute avec les autres. Et même l'objectif de l'activité, il est imaginé déjà en tant qu'activité par elle-même, mais dans tout le contexte. Par exemple, dans un contexte, il est clair que le système que tu décrivais, qui est un système hiérarchique, là tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Il y a un marché possible, il y a un marché possible. On va faire en sorte de trouver des gens qui puissent réaliser le projet. Mais l'éthique, tu peux te la foutre au shot, parce que tu te tortes le cul avec, hein, parce que imagine que tu décides une boîte, un gros monstre comme Monsanto, c'est comme ça qu'il fonctionne. L'éthique, tu te la mets dans la poche. Les Pfizer et compagnie. Bon, quand on est même, bon, si je prends le droit américain, pas le droit français, ça n'existe pas. Le charlatanisme existe en droit américain. Pfizer et bien d'autres ont été, comment dire... tu ressoulignes un peu. Ils ont été condamnés pour charlatanisme. Condamnés financièrement, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent parce que il suffit d'anticiper une éventuelle action en justice, une action de groupe. Eh ben, de toute façon, l'amende est déjà payée en amont. Tu fais payer le médicament plus cher. Tu t'arranges aussi, quand tu as des systèmes de santé avec les remboursements, les compagnies d'assurance et tout ça, tu finis par t'entendre sur un prix, et comme ça les vaches sont bien gardées. Donc tu peux faire jouer la corruption. Et même si à la limite la corruption n'était pas
n'était pas de mise, tu te dis, je serais peut-être condamné, je paierai l'amende et terminé. C'est quand même ce qui se passe. Ouais. Et ça aux États-Unis. Alors on verra si ça va changer ou pas. C'est ça le truc. Alors dans les systèmes hiérarchiques, oui. Parce que en fait, le but c'est de gagner de l'argent, c'est pas d'avoir une mission sociale. Au 19e siècle, il y avait des patrons quand même qui posaient cette question-là. Des grands sidérurgistes qui disaient mais on a quand même une action sociale, on agit énormément sur l'état de la société, ou l'état de la communauté, on s'occupera. Et quel est l'objet social de l'entreprise? Maintenant l'objet social, c'est devenu des mots. Alors bon, en ce qui concerne la médecine et tous les médicaments, ces trucs-là, je ne veux pas dire que toute la pharmacopée est comme ça, c'est pas vrai. Mais bon, il y en a beaucoup, ils en ont un frère. Je peux donner un autre exemple. Les antirétroviraux. C'est un exemple que je connais bien, que j'ai vu de mes yeux. Antirétroviraux. On demande à un laboratoire indien de faire du rétrovir, comme ça, des choses comme ça. Malheureusement, c'est un pays qui a demandé ça, c'est le ministère de la Santé. Il dit, voilà, d'après nos statistiques, on a tant de gens, on soigne tant de gens, etc. Il faudrait tant de kilos de principes actifs. Salut, ça va? Bien? Ouais, ça va? Il faudrait 30 kilos de principes actifs. À combien vous pouvez le faire? Alors il dit, c'est à temps. C'est à, je sais pas, 50... Bon, allez, ça fait 100, on n'a qu'à dire 100. Ah merde, mais oui, mais les 100, on les a pas. On a 60. Est-ce que vous pourriez pas faire un effort, etc. Ou bien moi, je dois trier les patients, ou alors j'essaye de négocier pour soigner tout le monde. Le labo se laisse tenter en disant, ils ont besoin, ils peuvent me donner 60. Je vais les accepter. Au lieu de mettre sur la boîte, on me demande des boîtes où c'est la dose 500 mg par petit bidule, par comprimé. Si je le fais à 300, ni vu ni connu, je t'embrouille. Oui, mais alors, tu crois donner 500 mg? Oui, mais dans le comprimé, il y a seulement 300, tu soignes personne. Et qui est coupable dans ces cas-là? C'est le laboratoire qui a fabriqué ça. Parce qu'il a s'est dit que un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Et c'est là que l'éthique, là, ça va plus. Ouais, mais en règle générale, lorsqu'ils vendent des médicaments, ils le vendent avec un méga bénéfice. Par exemple, le fameux vaccin. Non, pas forcément. Quand tu as des trucs, non. Quand tu as des trucs qui de toute façon, tu ne payes pas la licence. Tu as juste le procédé. Tu as déjà les machines, des machines à faire des comprimés, des emballages, tu les as pour les autres. Tu parles des génériques, là, de ceux qui sont tombés. Les génériques, moi je pensais à des laboratoires indiens. Cette histoire dont je te parle, elle a quelques années déjà, elle a 6 ou 7 ans. Bon, ils ont déjà c'est vrai qu'on est d'accord, ça leur coûte de l'argent. Alors, ils veulent 100, même en étant les choses, de toute façon le processus de fabrication, c'est des principes actifs, la sécurité du médicament, et puis le savoir-faire, et puis l'énergie électrique là, pour fabriquer tout ça. Tu peux évaluer quand même des coûts assez facilement quand même, c'est pas trop difficile. Alors, comment récupérer, mettons pour le ministère de la Santé, les 40 qui manquent? Là aussi c'est difficile. Si tu t'adresses à des humanitaires, si tu t'adresses à des humanitaires, il faut t'attendre à tout. Il n'y a pas de repas gratuit. Tu sais, les humanitaires, je les vois plus. Mais je me suis tapé suffisamment ça. Pour moi, c'est des gens... Alors, je parle pas des naïfs. Des naïfs... entre ceux qui veulent faire leur petit voyage, mais qui bossent quand même. Ceux qui ont un cœur gros comme ça et qui veulent sauver l'humanité.
souvent, quand ils viennent d'Occident, c'est souvent pour leur contentement personnel. Parce que finalement, moi j'ai jamais vraiment vu, peut-être que ça existe, des gens qui venaient de l'extérieur et qui parlent la langue des gens qui se soignaient. Moi j'ai toujours appris la langue des gens, parce que j'y vivais. Je suis pas un humanitaire par contre. Non, pas du tout. Et j'aurais jamais voulu travailler là-dedans. Il y a le côté trop faux cul là-dedans. Moi je ne supporte pas. Je ne supporte pas. C'est une forme d'arrogance qui se drape de vertu. C'est ça finalement. Vouloir sauver l'humanité, comme on dit, c'est suspect. Pourquoi? Parce que l'humanité, elle est capable de se sauver elle-même. On n'a pas besoin qu'on lui tienne la bouche. Ça sert à rien. Par contre, je ne veux pas dire que c'était facile. C'est pas simple tout ça. Et quand il y a quelqu'un qui vous dit je vais vous aider, au bout d'un moment, il faudra rendre la monnaie. Et ce ne sera pas la monnaie, ça sera beaucoup plus cher. C'est généralement comme ça que ça se passe. C'est comme ça que par le biais du FMI. Regarde ce qui est arrivé à ceux qui voulaient faire de leur pays quelque chose, quoi qu'on en pense. Lumumba, au Congo, l'ancien Congo belge, et Thomas Sankara. T'as vu comment ils ont terminé? Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et puis on verra pour l'Ukraine comment ça va se porter. L'Ukraine, c'est pas simple. Bon, les États-Unis veulent la paix, mais à mon avis, il y a encore du chemin à faire. C'est pas torché. Ce que ça donnera, en fait, tu vois, l'histoire ukrainienne, elle se réglera aussi de l'extérieur. Qu'est-ce que font Poutine et Trump? Ils font les comptes. Alors ils font les comptes, l'un pour la Russie, les autres pour les États-Unis. Mais comme ce sont des gens quand même, qu'en ont vu d'autres. Trump se dit, oui, mais les États-Unis, c'est toute l'influence que peuvent avoir les États-Unis. Et la Russie pense la même chose. Il est clair que la Russie, c'est l'espace des BRICS. C'est un peu cet espace-là, qui est encore très informel, où ils y vont avec prudence. Et Trump a eu cette idée en disant, à la limite, perdu pour perdu, on peut faire une zone de protection des États-Unis, en gros qui irait du Canada jusqu'au pôle Nord, en passant par le Groenland, car toute cette espèce de zone, ce qui n'empêche pas de pisser ailleurs. À mon avis, les États-Unis se pensent encore comme un empire, et de plus petite taille. La Russie, non. Ça l'intéresse pas. La Chine, non, ça les intéresse pas. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'ils n'ont pas réduit l'humanité à des vendeurs et des acheteurs. C'est pas des boutiquiers, ces gens-là. C'est des gens qui ont vraiment une culture. C'est vraiment des civilisations qui ne se sont pas dévoyées, qui ont suivi leur chemin. J'ai pas d'avis sur la question, ça me regarde pas. Et bien ils ont suivi leur chemin. Et en fait, à travers cette histoire d'Ukraine, mais aussi tout le Proche-Orient et tout le ils sont en train de discuter un peu de l'équilibre du monde, de façon à ce que chacun trouve son intérêt. Bon, il y aura un compromis à faire. C'est pour ça que cette histoire d'Ukraine, on n'a pas fini d'en entendre parler. Quant à l'Union européenne, c'était le ectoplasme. C'est une crapulerie, parce que là, ça apparaît clairement que cette Union européenne... Alors là, il faudrait virer ça. Dénoncer les traités, virer ceux... il faut virer tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale, au Sénat, tous ceux qui veulent rester dans l'Europe, il faut les virer. Les hauts fonctionnaires aussi. Encore un sacré nettoyage à faire.
Je sais pas si on peut y arriver comme ça. Pour dire, bon ben voilà, on sort de l'Europe, voilà comment on fait. Il faut que les gens qui veulent sortir de l'Europe soient aux commandes du truc. Autrement, regarde l'Angleterre. Paraît-il qu'elle est sortie de l'Europe. Moi, je ne l'ai pas vu. Hein. Sauf qu'il faut montrer ses papiers. Il faut montrer ses papiers pour rentrer. Je ne sais même pas ce qu'il faut montrer d'ailleurs. Parce que quand il y a eu l'histoire du virus, moi j'étais là-bas en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre. C'était le sud de l'Angleterre, tu as des routes de merde. Hein. Londres, bon, moi je veux même plus y aller. Ça m'intéresse plus. Londres, toutes les parties que j'ai connues, le Middlesex, je ne veux même plus entendre parler. Par contre, le Devon, la Cornouaille, moi j'aime bien, c'est encore un peu sauvage, c'est un peu délabré. Le sud du Kent, non, c'est pas terrible finalement. Bon, ben voilà. Et quand je suis sorti, ben, je sais pas, moi j'ai montré mes papiers. Il y avait un officier français, j'ai montré mes papiers. Je sais pas s'il veut les passeports, des machins. Je crois que récemment, ils ont ajouté le visa, je crois, depuis quelques jours. Ah bah oui, mais là, c'était l'histoire du virus. Ouais. Je suis rentré, je n'ai pas été emmerdé d'ailleurs, mais enfin bon, passons. Mais l'Angleterre, comme elle n'est pas sortie de l'Europe finalement, elle est sortie en y restant. Ah, elle n'est plus là dans participer aux discussions. Il n'y a plus les députés fantoches là, qui ne servent pas grand-chose. Il n'y a pas de députés anglais à qui on coupe le micro quand ils veulent dire quelque chose. Et puis il n'y a pas de députés anglais qui doivent voter et qu'on dit ah bah non, ça sert à rien que vous votiez. On a déjà choisi quelqu'un. Donc alors ils ont bien fait de partir, hein, parce que quand elle servait à rien, elle servait à rien. Alors il y avait des hauts fonctionnaires qui travaillaient à l'Union Européenne, bah, la gamelle, bon évidemment c'était meilleur à Bruxelles, hein. On mange mieux, on a des avantages, je sais pas s'ils ont les mêmes avantages maintenant à Londres. Non, ils mangent du pudding. Oh, le pudding, moi j'en ai pas du pudding, mais c'est bon, hein. Quand tu sais bien le faire, c'est très bon. C'est meilleur que le hareng. Mais le hareng c'est très bon aussi. Et le, comment ça s'appelle, le bœuf avec les huîtres, il y a des trucs en cuisine anglaise, c'est bon. Hein. Ouais. Oui, c'est... Pourquoi pour eux, on dit que les Français disent non, c'est pas bon? Parce que c'est quand même, c'est méchant, c'est un préjugé. Ils allaient à Londres et ils avaient toutes les stowaways, toutes ces choses à bouillir. Mais c'est pas bon ça, c'est de la cuisine tout venant. Mais moi chaque fois que je vais manger en Angleterre, dans des petits trucs, c'était bien. C'était bien, moi j'ai appris la cuisine aussi chez moi. En Écosse aussi, on mange des bonnes choses. Alors, c'est pas au goût français, d'accord. C'est au goût anglais, mais on peut manger des bonnes choses en Angleterre. C'est vrai que nous on aime le fromage et dans d'autres pays ils n'apprécient pas non plus. Mais il y a du bon fromage. Et le dorian, tu l'as goûté au fait quand tu étais en Chine? Ou en Asie, le dorian, tu sais, les fruits. Durian. Le durian, ouais. Tulian. Ouais, durian. Ouais. Alors, le tulian, c'est bon. Tu peux mettre ça dans du lait. Manger comme ça, ça pue. Ouais. Alors, si tu veux transporter un durian dans le train, tu dois demander au bonhomme qui vend les billets, qui les contrôle. Tu demandes, tu dis la tuliane, est-ce que je peux le transporter? Alors, il te dit, c'est à cet endroit-là. Voilà. Il y a des endroits tu ne peux pas l'avoir avec toi. Tu dois le laisser dehors. Le mieux, ça sent un peu la merde. Ouais, c'est immonde comme odeur. Tu casses le truc comme piquant là. Tu retires. Tu coupes. Moi j'aime bien ça. Hein. C'est peut-être pas tous les jours. Une fois j'ai été allé dans un magasin chinois, les frères Tang, et je m'étais trompé, j'avais acheté des glaces au durian. Et je pensais que c'était des glaces au citron. Après que j'avais goûté ça, je m'étais forcé à les manger, parce que je ne gaspille pas. Ouais. Mais franchement, je trouvais ça écœurant. Les fruits tropicaux, ça se mange sur place. Ou alors, c'est vrai que par exemple, dans la région centre en Thaïlande, on fait des trucs en étoile. Cette espèce de machin vert avec comme ça.
Je sais pas comment ça s'appelle. Ah oui, c'est Comme sorte, une étoile. ouais, des plantes qui ont une odeur assez fruit, forte. Ouais. Mais il est vert, alors c'est un peu acre. Mhm. Tu peux mettre du sucre et du piment avec. Bon, voilà, mais moi ce que je préfère, c'est la papaye mûre, Mhm. comme fruit. Hein. La papaye mûre, l'ananas, toulienne, là, le durian. Qu'est-ce qu'il y a la pastèque. Mhm. Le mot. Autrement, c'est comme un pamplemousse. Quoi. Mhm. Ça, c'est pas mal non plus. En fait, ça reste comme une grosse mandarine, je sais pas quoi, sommo, ça se dit. C'est comme ça, il y a somme, c'est bon aussi. C'est comme une mandarine. Ça, c'est bon, ça, c'est... qu'est-ce qu'il y a... Mais il faut, bon, c'est... comment dire, en agriculture qu'il soit pas trop industriel. Mhm. T'as un bonhomme, t'as un ananas, tu le vois, c'est dans la glace, il te le coupe, il craque. Là tu vas dans ton jardin, pouf, tu te le coupes, tu vois qu'il sent bon, tu te le coupes, tu te le manges. C'est vrai que quand tu le coupes immédiatement, ça bien. Chez moi, j'ai des fraisiers, tu vois, dans des pots. Quand tu manges les fraises directement que tu les cueilles, ça a un sacré goût. Par contre, quand tu vas acheter dans un magasin, ça a un goût un peu de carton, tu vois. C'est de l'agriculture conventionnelle. Quand tu le fais pour toi, mais c'est valable pour tout. Quand tu mets des pommes de terre, alors maintenant avec les pommes de terre, il y a tellement de trucs à dormir debout. Il y a quand même des espèces de pommes de terre qui ont quand même bon goût. Ouais. Mais tu as des horreurs. Les horreurs, moi, je vais chez les paysans acheter les pommes de terre. Et je connais un bonhomme, il a en ce moment, les trucs de saison, c'est toujours parfait. Ouais. C'est des trucs, bon, bah c'est bio. En fait, c'est du non traité. Bon, il dit bio comme ça, mais c'est non traité, il n'y a pas de traitement. Tu as des carottes un peu discordues. Quelquefois, il en trouve ailleurs. Moi, je fais de la soupe tous les jours. Des poireaux, carottes, pommes de terre. Mais alors, bah, tu diras que c'est un peu répétitif. Bah oui, mais c'est bon. Alors, jeudi dernier, j'ai trouvé tout un chou-fleur. Alors attends, il est dense le chou-fleur. C'est pas un truc, et il va mettre au moins 20 minutes à cuire. Tu coupes le verre, tu mets dedans, dans l'eau. Eh ben, avant qu'il soit cuit, ça va prendre un temps. Si tu vas au Super U du coin, tu mets dans l'eau, en 10 minutes, il est où le chou-fleur? Il a fondu. Ah oui. Comme la viande qu'ils font à la cuisson, quoi, où tu as toute l'eau qui part, il reste plus rien, quoi. Mais c'est dégueulasse. Ouais. C'est dégueulasse alors pour la viande maintenant. Il suffit, pour moi... Ou le jambon à l'eau, aussi, ouais. Non mais ça c'est abject. Ouais. Je connais un boucher, la terre lui fait bien son travail, il connaît des éleveurs, et alors je sais pas comment il se démerde, parce que il doit choisir la bête, ou sur un lot, il regarde la viande, elle est déjà dézinguée, donc elle est passée par le truc des abattoirs, il regarde, mais comme il y va assez souvent, bon, il voit d'où ça vient, etc., et il achète ce que vont prendre leurs clients. Mais on peut tout avoir, de la langue, hein, les morceaux qu'on ne trouve pas habituellement, de la langue, de la joue, qui met 8 heures à cuire. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Même à la limite la cervelle, le pied de la vache. Il suffit de demander en disant tiens, tu peux pas me trouver du pied de vache pour manger frit avec de l'ail et du persil. Et ils m'en trouvent des fois. C'est caoutchouteux, hein, c'est marrant. Ouais. Mais bon, je ne mangerai pas ça tous les jours. Mais on trouve à Paris, je sais pas comment ça marche. Bon, tu as les supermarchés, tu as dans les parquettes en plastique, là. Tu as des trucs un peu bizarres. Mais non, il ne faut pas acheter ces choses-là. Autant aller au marché, mais dans les vrais marchés. Alors ça va coûter, mais c'est cher. Et c'est pas parce que c'est au marché que c'est de qualité.
Par exemple, je vois le marché de Belleville. Bah oui, je pense qu'ils parlent, la qualité, elle n'est pas là. Hein. Ouais. Le marché de la Porte d'Italie, de la ville d'Italie, quoi. C'est pareil. Par contre, moi, quand j'habitais vraiment Paris, j'allais au marché qui est avenue de Saxe. Alors là, il y a de tout, mais si tu sais choisir et que tu connais un petit peu, tu vas le payer le plus cher. Ah, ça, c'est clair, c'est pas donné. Oui, mais finalement, tu vas en manger moins. Parce que ça nourrit plus. Ça coûtera plus cher, mais pas franchement plus cher. Tu vois, c'est ce calcul-là. La viande qu'ils font et tout ça, ce que tu disais, ça vaut. Moi, je trouve que ça vaut cher pour ce que c'est. La viande en supermarché, en fait, ils te vendent le jambon, ils te vendent de l'eau, disons le jambon, l'eau auprès du jambon, quoi. Ils te mélangent avec de l'eau, tu vois. Quand tu le retires, déjà, tu les goûtes, le truc. Et non, mais les boucheries qu'il y a dans beaucoup de supermarchés, c'est pas des vrais bouchers, c'est pas des boucheries. Hein. C'est simplement des espèces de détaillants. C'est de l'arnaque, hein, tous ces trucs-là. Il faut aller. Toi, tu habites dans quelle commune Pas loin de Place d'Italie. Sur Paris? Ouais. Bah, t'as qu'à essayer, en tout cas. Il y a un marché rue d'Aligre, qui est peut-être bien, je trouve. Un marché rue d'Aligre, ou Place d'Aligre, je sais pas quoi, il paraît que c'est bien. Moi, il y a le marché d'Aligre là-bas. Marché d'Aligre, je sais pas quoi. Bon, moi, j'y suis jamais allé. Parce que les gens qui m'en ont parlé, c'est des espèces de bobos écolos, je me dis, ils connaissent rien. C'est des gens, ce qu'ils connaissent de l'agriculture, c'est ce qu'ils ont vu à la télé, ou alors ils sont allés en vacances. Dans le pré. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trahillais les vaches quand j'étais gosse. Je ne veux pas dire que mes parents n'étaient pas paysans. Une partie de ma famille, c'est des paysans. Des fois, c'est odorant. D'accord, mais ça, c'est la vie qui est comme ça. Les vaches, les vignes, tout le bazar, quoi. Les fruits, les trucs, là, il y a plusieurs régions de France. Bon, bah oui, mais une fois qu'on sait ça, c'est formateur. Et alors, le marché d'Aligre, ça veut dire, ah, bah si c'est ça, c'était pas la peine que j'y aille. Avenue de Saxe, j'y vais de temps en temps, là où j'étais avant. Et alors, il y a des petits malins, hein. Il y a des petits malins qui vendent des fruits, des trucs, des légumes, surtout des fruits qui viennent, allez, je dis pas, je ne veux pas dénigrer les gens. Et puis, oui, mais c'est pas si bien, parce qu'ils traitent les pommes, les poires, et c'est pas terrible. Bah un peu, ils les maltraitent. Bah oui.